Un problème de rupture d'égalité à corriger pour les parrains de la présidentielle de 2026. C'est ce qu'a soulevé un citoyen béninois devant la Cour constitutionnelle du Bénin. Le recours jugé irrecevable a tout de même permis à la Cour de s'auto-saisir du sujet. Fondamentalement, le dépôt de candidature pour la présidentielle de 2026 serait déjà ouvert, alors que tous les nouveaux maires en 2026 ne seraient pas déjà installés. Un problème que soulève la saisine parce que, vous le savez, mesdames, messieurs, les maires font partie des parrains de cette présidentielle. Quant aux députés qui seront élus aux législatives de 2026, ils seront installés après la clôture des dépôts de candidature pour cette présidentielle. La Cour constitutionnelle a donc invité l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir à l'égard de tous les maires et d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142 alinéa 6 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. À l'Assemblée nationale, deux thérapies semblent sur la table des députés pour corriger le tir. La session extraordinaire, je le disais, qui s'ouvre le mercredi prochain, 21 février, connaîtra entre autres deux points. La modification de la Constitution et la modification du code électoral. En plateau, donc, avec nous ce matin, le député auteur de la proposition de loi portant modification et complément de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Encore une fois, honorable Aké, bonjour. Bonjour. Que comprendre de votre proposition dans son contenu? Quelle est la thérapie que vous proposez? Merci. D'abord, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Permettez-moi de saluer également les amis téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Je voudrais dire que vous avez bien résumé la situation qui s'est posée devant la Cour constitutionnelle. Et il est important pour moi de préciser que le citoyen qui a saisi la Cour constitutionnelle a décidé de la saisir. Mais nous, en tant que députés, on avait déjà constaté le problème depuis quelque temps et on savait bien que Cour constitutionnelle ou pas, nous allons toucher à certaines dispositions de nos tests pour pouvoir permettre une plus grande efficacité du système électoral dans notre pays. Alors, depuis le début de ce débat qui est en cours, le groupe parlementaire Union progressiste de renouveau a adopté une même position. C'est-à-dire donc que pour nous, pour rétablir l'égalité des parrains devant la loi, il ne s'agit pas seulement de rétablir l'égalité entre les maires. Parce que si nous rétablissons l'égalité entre les maires, en faisant en sorte, en décidant que soit c'est les actuels maires qui vont parrainer ou les maires qui seront élus en 2026, est-ce que nous n'allons pas tomber dans un autre travers? À supposer par exemple que nous suivions stricto sensu la décision de la Cour et que nous décidons que ce sont les maires élus en 2026 qui vont parrainer les candidats aux élections, les duos candidats aux élections présidentielles de 2026. Est-ce que nous ne tombons pas encore là dans une autre inégalité entre maires et députés? Parce que les députés actuels seraient en train de parrainer et les maires élus en 2026 parraineraient avec eux, pendant que les députés élus en 2026 ne parraineraient pas. Et donc, nous avons estimé qu'il faille résoudre le problème de manière globale. Résoudre le problème de manière globale, c'est tenir compte de trois choses, à savoir la légitimité des parrains, leur égalité, comme le dit la décision de la Cour, mais également dans le respect des tests législatifs. C'est ça que nous avons appelé la légalité. Le problème de légitimité se pose lorsqu'on dit que ce sont les actuels élus qui vont parrainer. Pourquoi? Parce qu'une élection en bonne et due forme ou des élections en bonne et due forme auraient eu lieu en début janvier, précisément le 11 janvier, deuxième dimanche du mois de janvier, à savoir les élections générales. Et on aurait connu les nouveaux députés, on aurait connu les nouveaux conseillers communaux. Et à partir du 1er février, certains maires, jusqu'au 5 février, seraient même connus, certains nouveaux maires seraient connus. Si nous décidons que ce sont les
les élus actuels qui vont parrainer, cela pose le problème de légitimité en ceci que les élus de 2026 qui sont déjà connus seraient là et verraient leurs prédécesseurs en train de parrainer. On pourra vous dire, honorable, qu'ils ont été élus ne voudrait pas dire que le mandat de la dernière législature est déjà arrivé à aspiration. Vous demeurez député légitime jusqu'à l'installation de la prochaine législature. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est comme pour la présidentielle, le président de la République est élu, mais avant que son prochain prête serment, jusqu'à 30 minutes du départ, il reste président de la République. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes d'accord qu'il y a certains actes que ce président qui va passer service ne peut plus poser légitimement. Est-ce qu'un président, par exemple, qui a fini, supposons son mandat, et qui a 3 jours de peut poser des actes graves, tels que une révision de la Constitution, une proposition, un projet de révision de la Constitution, le nouveau qui est élu serait déjà connu, et c'est le sortant qui va prendre des décisions graves. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Ça lui enlève la légitimité. C'est ça la question de la légitimité. Et donc, les députés, une fois connus, lorsque les nouveaux sont déjà connus, cela pose un problème. Maintenant, si les élus n'étaient pas encore connus, jusqu'à la dernière minute, les élus actuels gardent leur légitimité. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à une élection, ce n'est pas tout le monde qui est encore candidat à nouveau. Donc les députés actuels, on suppose que certains ne seront même pas candidats. D'autres seraient candidats, mais seraient battus dans les urnes. Et ceux qui sont battus, c'est eux qui parrainent les futurs présidents, le futur président. C'est-à-dire les potentiels futurs présidents. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors que ceux à qui le peuple a donné la légitimité nouvellement en janvier sont là et c'est les sortants qui parrainent. D'ailleurs, ce que nous disons là, vous savez, ça contribue à combattre même la corruptibilité de notre système électoral. Parce que vous comprenez bien qu'un élu qui peut-être n'a pas été bien positionné ou qui, pour des raisons ou d'autres, n'a pas été élu, peut ne pas suivre sa vraie conscience et se laisser corrompre facilement parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Honorable, pourquoi ne pas avoir pensé la thérapie dans cet autre sens? On sait que les maires, tels que leur désignation est désormais actée par le code électoral en vigueur, ce sont les partis politiques qui les proposent, en tout cas les partis politiques qui ont la majorité des sièges au niveau des conseils communaux qui proposent ces maires-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans ce sens pour que, au niveau des formations politiques, on puisse faire cette diligence, qu'en même temps les conseils communaux, on connaît les conseillers communaux élus, qu'on puisse faire diligence et installer ces maires avant une certaine date pour leur permettre d'entrer. Pourquoi ne pas avoir pensé? Parce que d'autres vous font le procès que c'est une menace que vous faites planer sur la tête de vos collègues les démocrates qui seraient réticents à la révision de la Constitution. Et c'est comme pour leur dire, vous ne révisez pas la Constitution, vous ne participez à ça, alors on brandit cette menace de présidentielle, vous ne pourront pas... Non, pas du tout. Nous serons tous candidats. Je pense que les démocrates seront encore candidats aux élections législatives et aux élections communales. Je vais finir d'abord ce que je disais en disant que notre thérapie, ce qui a été traduit dans cette nouvelle proposition de loi dont je suis l'auteur, est simplement d'assurer la légalité, la légitimité, mais également l'égalité en proposant que ce soit les élus de 2026 qui parrainent les duos candidats. Pour ce faire, c'est très simple. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution en ce moment-là. Il suffit de réduire de 15 jours le délai de dépôt. Parce que le délai de dépôt des candidatures aux élections présidentielles n'est pas dans la Constitution, c'est dans le code électoral. Et donc pour ça, on peut bien modifier ça sans être tassé de vouloir un 3e mandat. Puisque c'est le procès qui est peut-être fait, le procès. C'est ça, oui. Venons-en à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez donc proposé réduit pour que en 2026, qu'on puisse savoir que ce sont les nouveaux élus qui y vont. C'est quand même osé, on dirait, vous êtes député. Quand on est député en fonction, on souhaite quand même être de cette course-là, être à ce poste décisif pour pouvoir accorder son parrainage, aller jusqu'à vouloir remettre en cause ou prendre le risque de ne pas être élu en 2026 pour pouvoir parrainer. Je suis d'accord avec vous que c'est un honneur pour tout élu de la nation de parrainer des duos candidats aux élections. Mais je suis tout à fait encore convaincu que le parrainage n'est pas un fonds de commerce. Ce n'est pas un fonds de commerce et que c'est un travail qui est confié par le peuple pour être fait dans la plus grande simplicité et dans l'humilité. Il n'est pas parce que c'est pas parce que je suis parrain que je dois d'abord
penser que le parrainage là, c'est ma chose à moi. Non, je ne dois pas oublier que j'ai des électeurs. Je ne dois pas oublier que j'ai un parti politique qui a dû mettre en place des stratégies pour que je sois élu. Et donc, nous devons tenir compte de tout ça quand nous menons le débat sur le parrainage, où on dit « Ah, est-ce que vous voulez vous tirer une balle dans les pieds ?» Non, pas du tout. Celui que la loi reconnaît comme parrain doit parrainer. Et même si moi, je ne donne pas parrainage, eh bien, il y aura parrainage. Vous êtes d'accord avec moi? Et lorsque les parrainages de mon parti, des élus de mon parti vont soutenir un candidat, c'est comme si c'est moi-même qui parraine ces candidats. Et déjà, le président de la République, en vous rencontrant la dernière fois à propos, a souhaité que ce soit de façon consensuelle, que ce soit fait à l'Assemblée nationale. Député de la mouvance ou de l'opposition, est-ce que vous vous êtes retrouvés entre vous? Vous avez échangé sur cette thérapie-là? On n'a pas malheureusement eu le temps d'échanger beaucoup. Entre présidents de groupes parlementaires, oui, nous avons pu échanger un peu. Et nous avons souhaité que chacun aille faire le point à sa base pour que des discussions plus élargies puissent avoir lieu. Mais vous avez suivi avec nous l'actualité, comment ça s'est passé, puisque je dois venir au fait que mon collègue du bloc républicain, le député Hassan Seibou, a pensé que pour régler les questions qui nous tiennent à cœur, nous autres, à savoir la légitimité, l'égalité et la légalité, il suffit de modifier les dates qui sont dans la Constitution. Ces dates, vous savez, au moment de la révision de la Constitution, on a fait le choix de les fixer dans la Constitution. Pourquoi? Pour éviter que les dates soient laissées à l'humeur du président de la République. À l'humeur du président de la République qui peut convoquer le corps électoral, qui peut révoquer encore. D'abord, l'actualité dans la sous-région montre bien que lorsque les dates des élections sont laissées dans les décrets, dans une fourchette qui permet au président de la République de se décider, alors on peut venir à des aléas. C'était pour éviter ces aléas qu'un pays frère est en train de vivre actuellement, que nous avons dit, il n'est plus question de convoquer un corps électoral pour le président. On sait que l'élection aura lieu à telle date, deuxième dimanche du mois de temps. Et donc, que le président de la République convoque le corps électoral ou pas, on sait que ce jour, il y a élection et les institutions qui organisent les élections doivent se mettre à l'œuvre à temps pour que le jour-là, les citoyens puissent aller aux urnes. Et donc, je constate aujourd'hui qu'on nous fait le procès de pourquoi vous avez fait mettre cette date-là dans la Constitution. On aurait pu les laisser encore dans le code électoral et demander que ce soit le président de la République qui convoque le corps électoral quand il veut. Et si le président ne veut pas que l'élection s'organise, il suffit qu'il ne convoque pas le corps électoral. Mais en mettant les dates comme ça, c'est que nous avons voulu faire comme de grandes démocraties, telles que les États-Unis, où on sait à quelle date on fixe, on sait à l'avance, même 1000 ans avant, on peut décider, on peut savoir que dans telle année, l'élection aura lieu à telle date. Donc le président de la République n'a plus aucun pouvoir sur la fixation de la date. Et donc nous avons fait ça. Et aujourd'hui, nous constatons que pour aller à la thérapie proposée par mon collègue Hassan Seibou, qui est de faire parrainer par les élus actuels, mais en sauvegardant leur légitimité. Sauvegarder leur légitimité, c'est empêcher que leur successeur soit connu avant l'élection du président de la République. C'est pour ça qu'il a proposé simplement que nous déplacions les dates qui sont figées dans la Constitution, à savoir qu'au lieu d'élire les députés en janvier, on va les élire en mai pour qu'ils prennent fonction en juin. Et au lieu d'élire le président en avril pour qu'il prenne fonction en mai, on l'élit en mars, on l'élit plutôt en février pour qu'il puisse prendre fonction en mars. Ce qui équivaut à une réduction du mandat actuel de 2 mois et demi pratiquement. Et à propos, vos collègues de l'opposition vous font le procès de ce qu'en 2019, c'est vous qui avez touché à tous ces tests-là, pendant que l'Assemblée nationale était exclusivement maîtrisée par le pouvoir en place, et se disent que si quand vous avez laissé ces coquilles entre griffes, c'est exprès pour pouvoir rebondir là-dessus après. La crise de confiance. Bon, c'est vrai que dès qu'on parle de constitution dans notre pays, on ne parle que de 3e mandat. Mais vous avez bien vu la proposition de révision de la Constitution envoyée par mon collègue. Nous sommes tous, même moi qui suis ici, je n'accepterai pas un 3e mandat. Mais je peux vous assurer que c'est un faux débat. Le président Patrice Talon n'est pas dans cette logique. On en a discuté à maintes reprises et il est même d'accord pour que son mandat actuel soit écourté de 2 mois et demi.
Et vous êtes d'accord que s'il voulait un troisième mandat, il n'allait pas mettre en 2019, il n'allait pas faire mettre, puisqu'on a étudié ça ensemble. On a étudié avant de venir voter. Donc, il n'allait pas faire mettre que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats aux élections présidentielles. Je crois qu'il faut savoir reconnaître à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette disposition aurait pu être proposée avant lui, puisque ce n'était pas que les gens n'ont pas eu ce genre de proposition. Et pourtant, il y a eu des projets de révision de constitution où une telle phrase n'a jamais figuré. Et cela expliquait pourquoi les gens avaient peur pour un troisième mandat éventuel. Mais ici, c'est bien marqué noir sur blanc. Et dans la proposition de Hassan Seibou, c'est encore réaffirmé. Nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Dans la pratique, ça se fera comment si pour cette session extraordinaire, la proposition de loi portant révision de la Constitution passe? Vous retirez la vôtre ou bien non, vous maintenez de toute façon, même si la proposition de loi portant révision de la Constitution passait, il va falloir aussi réajuster certaines dispositions du code électoral. Donc, ma proposition peut rester en vigueur et puis on modifie, mais diamétralement en ce moment. C'est-à-dire que ce ne sera plus les nouveaux élus qui vont parrainer, mais il suffira d'amender le texte pour que ce soit les anciens élus, les élus actuels, lorsque nous savons déjà que ces élus auront encore toute leur légitimité en janvier, février, en tout cas au moment où ils seront en train de parrainer les duos candidats, puisque les députés de la 10e législature et les maires de la nouvelle mandature ne seraient pas encore connus. Pour modifier le code électoral, on n'a pas besoin d'une certaine majorité qu'on demande pour la Constitution, la modification de la Constitution. Le code électoral est une loi ordinaire, donc il suffit d'une majorité simple. Oui. Donc, avec ou sans l'opposition, ça pourrait passer. Non, nous ne souhaiterions pas que... C'est quand même quelque chose qui concerne toute la nation et nous souhaiterions quand même faire ensemble ce travail. Et puis, l'opposition fait partie de l'Assemblée nationale et donc on ne peut pas aller se retirer quelque part pour voter sans eux. Nous allons débattre ensemble, amender ensemble et voter ensemble pour avoir un nouveau code électoral. Non, pas un nouveau, un code électoral révisé et qui permettra de respecter un certain nombre de normes internationales. Nous sommes déjà presque à la fin de cet entretien honorable. Akhenaton, un mot que vous aurez ajouté pour rassurer nos téléspectatrices, nos téléspectateurs sur les bonnes intentions en cours à l'Assemblée nationale à propos de ces initiatives législatives? Non, moi je n'ai pas à rassurer. Je crois que le peuple comprend bien que d'abord aucun de nous n'est dans une logique de révision pour pérenniser un homme au pouvoir. Et le président Patrice Talon, que nous connaissons bien, avec qui nous discutons toujours de ces questions, étant donné qu'il est le chef de la majorité présidentielle, n'est pas dans cette logique et il a réaffirmé. Et je pense que ce message est bien passé maintenant. Hein. On n'entend plus parler de ce troisième mandat parce que ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la tête de ceux qui le soulevaient. Et donc, pour ce qui concerne cette révision, si nos collègues, au lieu de faire le débat sur les réseaux sociaux et dans la rue, simplement reviennent à la raison et qu'ensemble nous votons, ce serait bien pour notre pays. Ce serait bien pour maintenant et pour l'avenir. Parce que les dates resteront figées dans la Constitution et on ne sera plus jamais confronté à ce problème d'élus qui chaque fois vont parrainer étant totalement dans une situation illégitime qui peut les livrer même à une grande corruption. Merci à vous, honorable Akhenaton. Je rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes le président du groupe parlementaire Union progressiste de Renouveau. Vous portez cette proposition de loi portant modification et complément de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Vous avez eu le temps de survoler aussi cette proposition de votre autre collègue, président du groupe parlementaire Bloc républicain, l'honorable Hassan Seibou. Ce sont les deux groupes parlementaires qui sont donc ensemble pour faire aboutir, d'une manière ou d'une autre, ce que la Cour constitutionnelle est en train de souhaiter pour les prochains élus, maires, députés, pour la présidentielle également, pouvant ceux-là qui pourraient parrainer pour la présidentielle 2026. Merci encore une fois d'avoir fait le déplacement. C'est moi.